Bon, je vais y aller officiellement. Bonjour à tous et à toutes. Merci d'être avec nous ce matin pour cette deuxième journée de la quatrième édition du colloque annuel du département d'anthropologie. Ce matin, on commence avec un bloc, le bloc 2 en fait, qui s'appelle Les trajectoires migratoires sous la loupe. Puis on va avoir notre première présentation par Olivier James qui s'intitule Regard sur les réfugiés de la violence dans les centres urbains de Port-au-Prince. Donc, Monsieur James qui vient du département de géographie de l'Université Paris 8. Donc, je vous cède la parole pour 20 minutes. Merci, merci Myriam. Bonjour à toutes et à tous. C'est ma deuxième participation à ce colloque du CADA. La première, c'était en 2018. Alors, ma communication s'intitule Les regards sur les réfugiés de la... Il faut dire que depuis les travaux du sociologue Joan Galton, les études de conflit constituent un champ qui intéresse tant les politistes ou spécialistes en relations internationales que des anthropologues ou tout simplement des chercheurs en sciences humaines et sociales. À travers les sociétés humaines, on distingue une multitude de conflits dont la guerre est la forme la plus grave. Celle-ci consiste en un affrontement armé entre deux entités organisées qui poursuivent des objectifs incompatibles. Les conflits armés entre groupes rivaux ne sont pas un phénomène nouveau. De nombreux pays du Sud ont connu des périodes de conflits armés complexes que certains universitaires considèrent comme un frein à leur développement. Philippe Hugon, par exemple, note que de 1970 à 2002, le continent africain a été le théâtre de 35 guerres, dont une grande majorité étaient des conflits internes. Ces catastrophes d'origine anthropique ont pour finalité le contrôle des territoires, la captation des ressources, etc. Ainsi, Paul Collier classe ces conflits armés parmi les 4 pièges de la pauvreté, dans lesquels sont pris de nombreux pays, en particulier des pays africains. La gestion de ces conflits absorbe une bonne partie de l'aide publique au développement, de plus en plus conditionnée par le rétablissement de la sécurité et le renforcement de la démocratie. Si les conflits armés représentent l'une des causes du sous-développement, ils sont également parmi les multiples raisons qui poussent de nombreuses personnes à la migration. Ces déplacements peuvent être internes ou externes. Les déplacements internes sont des personnes qui sont contraintes de fuir leur lieu de résidence à cause de conflits armés, de violences et de catastrophes naturelles, tandis que les déplacements externes se font à l'extérieur des frontières d'un pays. Cette communication n'a pas pour objectif de passer en revue les différents types de guerres et conflits armés répertoriés à l'échelle internationale. À l'aide de matériaux collectés sur le terrain, elle vise à démontrer comment la violence des gangs contribue à créer de nouveaux déplacés internes à Port-au-Prince dans un contexte de crise multiforme. Il faut dire que depuis plusieurs années, Haïti connaît des problèmes migratoires caractérisés par l'appauvrissement de sa population, des conflits politiques à répétition et des violences exercées par les gangs armés. L'augmentation de la misère à la campagne, la répression politique, la spoliation des terres des paysans, la concentration des activités économiques et des services publics à Port-au-Prince ont entraîné l'exode des paysans, et tant à la capitale que dans d'autres régions ou dans d'autres pays de la région. Pardon. Au niveau interne, ce phénomène a contribué à exacerber le problème de la bidonvillisation et faciliter l'émergence de nouvelles périphéries à la capitale. Certains quartiers issus de la poldérisation ou émergés à la faveur de phénomènes migratoires sont aujourd'hui contrôlés par des gangs. C'est le cas de la majorité des quartiers situés sur le littoral de Port-au-Prince, tels que les quartiers du faubourg de Martissan et ses environs, et ceux de la commune de Cité-Soleil. Il est à noter que les armes et munitions utilisées par les gangs sont arrivées de l'étranger. Il y a donc un sérieux problème de contrôle au niveau des douanes et des frontières en Haïti.
En attendant une étude approfondie sur la trajectoire des chefs de gang, des observations ont démontré que la plupart des individus faisant partie de ces groupes armés sont d'origine modeste ou issus de la migration interne. Pour illustrer mon propos, je vais me référer à la situation qui sévit actuellement et à Martissan. Alors, troisième section communale de Port-au-Prince, Martissan s'étend sur une superficie de 8,85 km² et se trouve à l'extrémité sud de la capitale, entre le Monde L'Hôpital et la mer. Au nord, elle est bornée par une partie du littoral de Port-au-Prince, au sud par le quartier de Fort-Mercredi, à l'est par la première avenue Bolos, à l'ouest par les quartiers de Bizoton et de Fontamara. Alors, la physionomie de la zone a beaucoup changé depuis la fin de la dictature de Duvalier en 1986. Martissan s'est rapidement étendu en même temps que se développaient les quartiers non planifiés sur les piémonts du Monde L'Hôpital et sur une partie du littoral métropolitain. En 12 ans, la population de Martissan est passée de 239 937 habitants en 2003 à 281 314 en 2012 et 293 000 habitants en 2015. Martissan compte une population rurale de 2 163 habitants répartis sur une superficie de 3,23 km², tandis que la partie urbaine occupe une superficie de 5,6 km². Jusqu'à la fin des années 70, Martissan était une zone résidentielle, accueillant diverses familles de l'élite intellectuelle ou de la classe moyenne. Située à la sortie sud de Port-au-Prince, Martissan est le porte d'entrée de la capitale de 4 départements géographiques. Et je veux parler des départements du sud, du sud-est, des NIP, de la Grande Anse. Jadis, Martissan possédait de grandes potentialités touristiques et commerciales avec la présence de restaurants, de cabarets et d'infrastructures hôtelières telles que l'hôtel Royal Haitienne, Auberge du Québec, etc. On y retrouvait également les habitations Leclerc et Pauline Bonaparte, la résidence de Catherine Dunham, danseuse anthropologue américaine, ainsi que la maison du célèbre architecte Albert Mangonèse. Ces habitations forment aujourd'hui le parc de Martissan. Au cours des 3 dernières décennies, Martissan s'est rapidement développé sous l'effet de la migration interne et de l'absence de politiques de planification urbaine pour devenir une zone bidonvillisée. Des gangs armés ont pris le contrôle des différents quartiers formant le faubourg de Martissan. Ces groupes sont motivés par les possibilités qu'offrent ces territoires en termes de rentabilité économique. Ils kidnappent, ils tuent, ils pillent, ils volent, ils violent. Dans la zone de Martissan et ses environs se sont concentrées différentes activités économiques, philanthropiques et socioculturelles. On y trouve des bureaux publics comme le siège de l'électricité d'Haïti, le Théâtre national, le bureau des Sanjeskio, l'une des plus importantes ONG haïtiennes, le centre de santé de Port-à-Léogane, des établissements scolaires, des entreprises privées, des gares routières, des marchés de rue. Ces institutions représentent une importante source de revenus pour les gangs qui se lancent dans une véritable guerre à la chefferie pour étendre leur territoire. Au moins 4 groupes armés partagent la zone de Martissan et ses environs, que vous pouvez voir sur cette carte. On y trouve le gang de Village de Dieu, le gang dénommé Base Pilate, et les gangs de Tibois et de Grand Ravine dont les territoires sont clairement définis, comme on peut lire ça sur cette carte. Le territoire du gang de Village de Dieu s'étend de la zone du Théâtre national, se prolonge jusqu'au local du Centre de technologie moderne, qui est une école technique, en passant par le siège de l'électricité d'Haïti. Ce gang contrôle également les quartiers de Cité l'Éternel et Cité Plus. Le territoire de Base Pilate est une gang formée de policiers, d'anciens policiers, commence après le Théâtre national, en passant par le marché public, la rue Coq d'Or, les avenues Bolos, une partie de la 5e avenue où se trouve le marché, la zone du cimetière principal de Port-au-Prince pour arriver au portail Léogane.
Les autres quartiers situés à proximité étant contrôlés par les gangs de Grand Ravine et de Tibois. Le gang de Grand Ravine contrôle l'autre partie de la 5e avenue Bolos, les quartiers de Matissan 1 jusqu'à Matissan 17, limités par la route nationale numéro 2. Et son territoire continue jusqu'au Mont de l'Hôpital, en passant par la rue Vaval devant le lycée Jacques Roumet. Quant au gang de Tiboua, son territoire commence à partir de Matissan 21, passant par la localité dénommée Nambey, le centre de Tiboua jusqu'à la zone de Troussab au flanc du Mont de l'Hôpital. Ce gang est lié à des petites bases ou petits gangs contrôlant une partie du littoral. Et cette carte-là que vous avez visionnée présente une délimitation des 4 gangs opérant dans les quartiers de Matissan et ses environs et qui bloquent 4 départements du pays. Il existe dans cette zone d'autres petites bases ou petits gangs qui sont liés à ces groupes armés. Alors, il faut dire que depuis le 1er juin 2021, des conflits armés mettant aux prises, ces gangs rivaux ont éclaté dans la zone de Matissan. Des milliers de familles résidant depuis plusieurs années dans ce faubourg ont été chassées de leurs maisons. Les conséquences de ces nouveaux conflits peuvent être appréhendées comme l'aboutissement d'une série d'attaques perpétrées par des gangs territoriaux depuis 2018 dans des quartiers pauvres tels que La Saline, Tokyo, Carrefour-Feuille, Bel-Air, Matissan, Cité-Soleil. Ces événements sanglants ont provoqué des morts et des blessés ainsi que de nombreux déplacements. Et entre 2020 et 2021, au moins 20 assauts de bandes armées ont été recensés au Bel-Air, entraînant la mort de 81 personnes et le déplacement de plus de 400 familles. En novembre 2019, le Réseau national de défense des droits humains a recensé dans le quartier du Bel-Air 24 cas d'assassinat, 5 blessés par balle, 28 maisons incendiées et 2 autres criblés de balles. Entre août et décembre 2020, les attaques armées perpétrées par des gangs ont fait 37 morts par balle, dont 7 femmes et 12 blessés. On va attendre un petit peu, si c'est possible, peut-être d'arrêter le timer pour le moment. Si on perd la connexion, comme la place du Champ de Mars située dans les parages du palais présidentiel. Et ce même scénario a déjà été produit en 2018 lorsque des chefs de gang réputés proches du pouvoir ont attaqué à plusieurs reprises le quartier de La Saline. Le bilan de ces attaques en série, connu sous le nom de massacre de La Saline, était très lourd. Des dizaines de maisons incendiées, plus d'une soixantaine de morts, certains calcinés, des femmes violées. Réfugiés pendant plusieurs mois sur une place publique près du bureau du Premier ministre, les rescapés n'avaient reçu aucune visite des autorités. Depuis, les activités scolaires étaient suspendues à La Saline. Ce n'est qu'en janvier 2022 que les élèves du lycée de La Saline ont pu regagner leur salle de classe après 3 ans d'abandon pour cause de violence des gangs. Au moment de faire ses adieux à Haïti en septembre 2021, l'ambassadeur de France en Haïti, José Gomez, a déclaré que ce massacre n'a pas déclenché la vague d'indignation que cela aurait dû déclencher. Ce qui a frappé le plus le diplomate français, c'était le niveau de violence contre des civils, la manière dont cela a été perpétré, les connivences et les complicités que cela révèle. Dans ce dossier, la justice s'est montrée incapable de poursuivre les bourreaux qui bénéficient de la protection du régime au pouvoir. En avril 2021, 3 organismes de droits humains, parmi lesquels Harvard Law School International Human Rights Clinic, ont publié un rapport intitulé « Massacre cautionné par l'État, règne de l'impunité en Haïti ». Dans ce document, ils ont rappelé que ces attaques visaient des quartiers connus comme les fiefs de l'opposition. Selon eux, les membres de la fédération de gangs baptisée Genève en famille et alliés sont responsables de ces attaques. Depuis 2018, la capitale haïtienne, dans sa globalité, se trouve face à l'intensification des activités de gangs.
Ces conflits ont donné lieu à de nombreux cas de violation des droits de la personne et provoqué des milliers de déplacés internes, parmi lesquels des personnes handicapées qui vivaient dans un camp de fortune depuis le séisme de 2010. En plus des morts et des blessés, ces conflits armés ont contribué à l'appauvrissement des familles, à la destruction des infrastructures de base et laissent de nombreux enfants orphelins. Dans un premier temps, des centaines de déplacés ont été réfugiés dans des églises ou des gymnases, comme le montre cette photo, tandis que d'autres ont été hébergés par des proches. Une semaine après le début des hostilités, la protection civile avait recensé 562 déplacés internes, parmi lesquels 69 enfants et 5 femmes enceintes. Ces personnes ont été hébergées provisoirement dans une église dans la commune de Carrefour. La quasi-totalité des familles résidant à Matissan sont contraintes d'abandonner leur domicile à cause de la guerre des gangs. Cette situation a eu des incidences sur toute la région du Sud. De nombreuses personnes, des étudiants, ouvriers d'usines, petits commerçants, agents de sécurité ont dû renoncer à leurs activités quotidiennes pour s'adapter à ces nouvelles réalités. C'est le cas de Nadine, une infirmière dans la trentaine, originaire de l'asile, une commune du sud d'Haïti. Nadine et sa famille élargie vivaient à Matissan depuis plusieurs années. Mère de 2 fillettes âgées de 9 ans et 5 ans, cette jeune femme ne s'était pas encore remise du décès de son conjoint lorsque la guerre a éclaté dans son quartier. Bref. Alors, 2 mois après, Nadine et les autres membres de sa famille ont fui leur domicile. À la mi-juin 2021, les chefs de gang ont annoncé une trêve pour faciliter la tenue d'une croisade évangélique. Nadine en a profité pour récupérer quelques papiers importants à la maison, tels que acte de naissance, diplôme, etc. Sous la surveillance de jeunes gangsters armés jusqu'aux dents, Nadine a dû se retirer rapidement pour éviter d'être victime. Le 14 août, soit 2 mois après le début des conflits, la terre a tremblé dans la péninsule sud du pays. La commune de l'asile, d'où Nadine et ses parents sont originaires, est durement touchée. La maison familiale a été complètement détruite. Nadine et sa famille sont doublement victimes, non seulement de catastrophes anthropiques, mais aussi d'aléas naturels. Ces 2 fillettes se retrouvent dans la rue après la destruction de la maison familiale. Pour faciliter le passage des convois humanitaires, les gangs armés ont décidé d'observer une seconde trêve. Et alors Nadine, et je vais lire cette citation de Nadine, « Nous avons profité de la trêve pour récupérer quelques effets à la maison. Quand je suis arrivé, il n'y avait pratiquement rien. J'ai trouvé une maison vide avec quelques documents importants dispersés un peu partout. J'ai récupéré les actes de naissance, mon diplôme, bref, mes papiers importants. Je n'ai pas eu le temps de prendre les autres documents tels que livres et autres parce que c'était impossible. Nous avons été surveillés par des hommes armés alors que c'est eux qui nous avaient donné la permission. J'avais très peur. Depuis, je vis ailleurs, sans espoir de regagner ma maison. À présent, le plus important pour moi, c'est d'oublier ce qui s'est passé pour pouvoir reconstruire ma vie. Je vois ma vie et celle de mes filles au futur. J'en ai profité moi aussi pour aller secourir mes parents dans la région dévastée d'où je suis originaire. Quand je suis arrivé à Matissan, c'était le 14 août, et Matissan était devenu un désert. J'ai vu de mes propres yeux des jeunes armés de Kalachnikov qui patrouillaient la zone. Dans cette route inondée de boue et d'eau sale, j'ai dû opérer un demi-tour dans l'espoir d'être secouru par la police. Les policiers étaient bel et bien présents au sous-commissariat. Équipés de blindés, ces policiers ont permis à une quinzaine de voitures de traverser. Et moi, à mon tour, 3 jours plus tard, les jeunes gangsters aperçus étaient moins menaçants. Cette trêve, si elle a facilité l'acheminement de l'aide dans les zones dévastées par le tremblement de terre,
a toutefois été un piège. De nombreux citoyens qui en ont profité pour vaquer à leurs activités ont été la cible de bandits armés. Ces derniers ont criblé de balles plusieurs véhicules qui tentaient de traverser cette zone de guerre. Des autobus de transport en commun ont été détournés, des passagers retenus en otage pendant plusieurs jours. Âgé d'à peine 20 ans, Myosotis abandonne l'école pour travailler dans une usine de sous-traitance à Port-au-Prince. Un beau jour de ce mois d'août 2021, elle a décidé de se rendre à son poste après avoir entendu à la radio que les gangs contrôlant l'entrée sud de la capitale ont observé une grève. Myosotis n'a pas pu arriver à destination. En cours de route, elle a été kidnappée à Martissan. La jeune femme a passé plusieurs jours aux mains de ses ravisseurs qui l'ont violée, battue et maltraitée. Myosotis n'est pas la seule victime de ces gangsters. Des travailleurs sociaux que j'ai interrogés aussi ont fait état de nombreux cas de viols collectifs recensés à Martissan depuis le début des conflits entre gangs rivaux. Par crainte d'être stigmatisées, les victimes n'ont sollicité aucune assistance psychologique. Je vais lire une citation de Myosotis. Ce jour-là, j'ai laissé chez moi à 4h30 du matin, car je ne voulais pas être en retard à l'usine. J'ai pris un minibus. Comme il n'y avait pas de bouchon sur la route, le chauffeur allait très vite. Quand nous arrivions à Martissan, des individus armés qui patrouillaient sur la route ont intimé l'ordre au chauffeur d'arrêter le véhicule. Ils ont fouillé le bus et nous ont retenus en otage. Pendant plusieurs jours, j'ai été battu, violé, maltraité. Je ne pouvais pas voir combien ils étaient, car mes yeux étaient bandés. Des rapports non protégés. Je me sens humilié, déshumanisé. Comment vais-je dire à mon copain que j'ai été violé? Fin de citation. Depuis juin 2021, traverser Martissan reste un défi. Cette situation a entraîné également de graves conséquences sur les activités académiques. À l'université d'État, qu'au niveau de la plupart des universités privées, les étudiants résidant au sud de la capitale n'ont d'autre choix que de se loger chez des proches ou au centre de Port-au-Prince ou dans les salles de cours s'ils veulent continuer l'aventure universitaire. C'est le cas de Pierre, étudiant en sociologie à la faculté des sciences humaines de l'université d'État. Ce jeune de 22 ans habite dans la commune de Carrefour. Depuis la séparation de ses parents, tous deux originaires de l'île de la Gonâve, il a décidé d'aller vivre avec son cousin. Son père se trouve encore dans cette commune, alors que sa mère s'est installée dans une autre ville au nord du pays. Monsieur James? Oui? Oui, le temps est écoulé. Si vous pouviez conclure, sûrement qu'il y a beaucoup de choses à dire, mais essayez de conclure en un petit 30 secondes peut-être, s'il vous plaît. Alors, d'accord. Alors, je vais conclure en laissant toute cette partie. Alors, il faut dire, il y a une nouvelle cartographie des gangs à Port-au-Prince aujourd'hui, et cette nouvelle cartographie a révélé au grand jour l'impuissance de la puissance publique, et pour paraphraser le politiste Bertrand Badi, ce qui a entraîné un véritable exode dans les zones contrôlées par les gangs, en particulier et Martissan et le centre-ville de Port-au-Prince, considéré comme le poumon économique du pays. De nombreuses personnes sont devenues nomades à cause de la violence des gangs, tant à Martissan que dans les zones contrôlées par le gang des Caps Samaroso. Cette situation a entraîné une séparation forcée du corps familial, où le père, la mère et les enfants ne vivent plus sous le même toit. Et mécanicien de profession, Rodrigue passe souvent la nuit au garage. Ses 3 enfants sont hébergés par des amis pour continuer à se rendre à la fac, tandis que son épouse reste seule à la maison. Et chaque week-end, Rodrigue emprunte la route dangereuse de Saint-Jude pour regagner sa demeure à Carrefour. Mais pour arriver à destination, il n'a qu'à s'acquitter du droit des péages exigé à mi-chemin par un gang local. Donc, les familles ne sont pas les seules à fuir les zones dangereuses. Certains bureaux publics sont aussi délocalisés, tandis que d'autres sont en voie de délocalisation. On se retrouve aujourd'hui face à un double processus de déterritorialisation et de reterritorialisation, comme le rappelle justement le sociologue Michel Viviorca. L'État est traditionnellement au cœur de l'analyse de la violence. Toutefois, dans le cas d'Haïti, on assiste à une situation de violence infrapolitique où les pouvoirs publics perdent de plus en plus le monopole de la violence légitime. Les gangs sont devenus de puissants acteurs utilisant la violence comme une monnaie de change. On se demande si l'émergence de ces groupes armés ne constitue pas
une adéquation entre territoires précarisés et territoires criminels. Donc, peut-on parler aujourd'hui ou peut-on analyser ou comprendre cette situation en dehors du phénomène de la globalisation? Et comment la situation qui prévaut en Haïti n'est-elle pas, je dirais, l'une des conséquences de la globalisation? Donc, je m'arrête là puisque le temps est écoulé et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup pour votre présentation. J'imagine qu'il y avait beaucoup de témoignages différents que vous auriez pu présenter également avec ça. Tout à fait, tout à fait. Ouais. On pourrait lancer la période de questions. Donc, vous pouvez utiliser pour le public l'onglet questions-réponses ou le chat. Puis, si jamais vous voulez poser votre question de vive voix, notre technicien peut vous accorder, dans le fond, va pouvoir débloquer votre micro. Donc, voilà. Sinon, je pourrais peut-être commencer avec une question, en fait, là, à laquelle j'ai réfléchi. Vous avez parlé, dans le fond, d'un phénomène qui est vraiment local, mais qui crée, dans le fond, justement, de la migration interne, des déplacements, puis de ce que vous nommez comme détériorisation. Mais il y a aussi l'aspect, comme vous avez mentionné, de l'intervention des organismes des droits humains qui sont externes au pays, j'imagine. Comment vous voyez l'implication, dans le fond, de ces organes-là internationaux dans la résolution potentielle du conflit en Haïti, dans les quartiers en particulier? Donc, il y a Bon, l'aspect qui est très local, puis il y a différentes dimensions qui viennent se mêler. Donc. alors c'est une situation qui est très complexe depuis juin 2021, puisqu'il n'y a pas moyen de circuler dans ces quartiers. Et même dans Port-au-Prince, c'est très difficile de se déplacer avec des cas d'enlèvement contre rançon à chaque seconde, je dirais même. Donc, avant, il y avait des programmes de gestion et de résolution de conflits mis en place par exemple, des ONG britanniques comme Concern Worldwide. Il y avait le CRS, il y avait une ONG locale qui s'appelle la Coulapé, qui est très impliquée dans la médiation. Il y avait aussi des travailleurs sociaux qui sont appelés leaders communautaires qui habitent dans ces quartiers, qui faisaient le pont entre les organisations humanitaires et les groupes armés. Mais aujourd'hui, il n'y a aucune possibilité d'engager une quelconque médiation avec ces groupes qui sont en conflit parce qu'ils deviennent de plus en plus violents. Et le pire dans tout ça, c'est que ces groupes armés, c'est vrai, c'est dirigé par des adultes. Il y a beaucoup d'enfants qui font partie de ces groupes armés. Donc, c'est très difficile quand on a des enfants armés de penser à quoi que ce soit. Donc, c'est un peu ça la situation. Dans le chat, on a une question de Roxane qui vous demande à quel point vous vous êtes senti vous-même en danger dans vos pratiques de terrain au cours de vos entrevues, j'imagine, puis de votre visite du terrain. Alors, j'ai réalisé une thèse de doctorat sur les conflits, bon, pas nécessairement les conflits dans ces quartiers, mais c'est sur les gangs. Et sur les gangs, et l'idée c'était de voir comment les ONG arrivent à travailler dans des quartiers contrôlés par des gangs. C'était ça l'idée. Donc, je faisais mon terrain entre 2014 et 2018. À l'époque, c'était pas trop difficile d'aller dans ces quartiers. Et j'avais profité des projets et des ONG pour aller dans ces quartiers. Mais aujourd'hui, c'est plus possible de se rendre dans ces quartiers. Et même entre 2014 et 2018, pour réaliser mes entretiens, c'était ailleurs. Donc, j'allais dans les quartiers juste pour faire des observations. Et même pour prendre une photo, il fallait avoir l'autorisation des chefs de gang. Donc, pour les entretiens, j'ai pris des rendez-vous ailleurs et j'ai rencontré les personnes ailleurs. Donc, c'est comme ça se passait. Merci pour votre réponse.
Éventuellement, j'ai une question, si c'est possible. Euh, je me demandais si, du coup, ces gangs qui contrôlent maintenant des territoires quasi complètement auraient une tendance à devenir des formes de contre-pouvoir et à un moment, proposer des services ou à avoir une autre gestion de la population, du coup, qui est un peu soumise à, pour l'instant, la violence, mais du coup, à transformer cette violence en forme de nouvel État. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui, merci Martin pour votre question. La thèse que j'ai développée, c'est que il y a ce que j'appelle une interférence entre plusieurs logiques dans ces quartiers contrôlés par les gangs. Il y a tout d'abord une logique politique, puisque les gangs constituent une clientèle importante pour les acteurs politiques. Il y a une interférence et une logique, je dirais, économique, puisque les gangs sont aussi utilisés par des agents économiques, soit pour éliminer un autre compétiteur ou pour protéger leurs entreprises. Mais aussi, il y a une logique criminelle. Il y a des réseaux impliqués dans la criminalité organisée, le trafic de la drogue, le trafic d'armes, donc qui utilisent également les gangs. Donc, la thèse que j'ai développée, c'est que les ONG qui travaillent dans ces quartiers se trouvent au carrefour de ces trois logiques. Donc, les gangs constituent vraiment une clientèle importante et pour les acteurs politiques, les acteurs économiques, et les réseaux criminels. Et même, il y a ces dernières années des chefs de gang qui cherchent à se positionner comme des acteurs politiques. Le cas de Jimmy Cherizier, un ancien policier qui est devenu chef de gang, qui dirige la fédération des gangs qui s'appelle G9 en famille et alliés. Donc, parfois, qui fait des déclarations avec des intentions, je dirais, politiques. Mais je ne pense pas que les gangs vont arriver à s'imposer vraiment comme un groupe politique, je ne pense pas. Mais on est plutôt dans une situation de chaos où l'État est quasiment absent. On parle de l'effondrement de l'État en Haïti, puisque depuis quelques années, l'État faible, comme on le dit, et fait face à des crises politiques, à des instabilités politiques. Et même depuis l'assassinat du président, il n'y a plus de président en Haïti. Il y a un premier ministre qui joue à la fois le rôle de président et de premier ministre. Donc, il devait déjà organiser des élections et jusqu'à présent, on n'a pas eu d'élections. Et dans ces conditions, on se demande, est-ce possible de penser à l'organisation d'élections? Donc, voilà. Merci. Oui, on a une question dans le chat. Une question qui est comment pouvez-vous interpréter l'inertie de l'État haïtien dans cette affaire? Donc, il faut dire que l'État est absent. L'État est absent, l'État a été déconstruit, on parle même de l'effondrement de l'État. Donc, l'État n'est même pas en mesure de faire respecter une mesure, un ordre. Donc, et là, je me demande, ça c'est un article que je suis en train de finaliser, et sur pourquoi les gangs sont-ils, ou bien est-ce que les gangs sont plus puissants que l'État? Parce que si les bureaux publics sont en train de délocaliser dans certains quartiers contrôlés par les gangs, là, on sent vraiment la faiblesse de l'État. L'État n'est pas en mesure de faire face à ces groupes armés. Donc là, il faut vraiment des solutions peut-être accompagnées et réfléchies. Et on a déjà connu cette situation en 2004. Et il y avait une force de l'ONU qui était là, qui a pu aider à rétablir la sécurité. Et à partir de là, on a eu des élections en 2006. Mais les casques bleus ont laissé Haïti en 2016. Et depuis, on revient à la même situation. Et là, il faut questionner et vraiment l'aide internationale dans ce cas. Est-ce que l'aide est efficace? Est-ce que l'aide a vraiment aidé à rétablir l'autorité de l'État? Puisque quand les Nations unies sont parties, on revient à la case départ.
Donc, c'est ça qu'il faut vraiment questionner. Voilà. Parfait, merci beaucoup. Est-ce qu'il y avait d'autres questions ou commentaires aussi? S'il n'y en a pas, je veux juste préciser en fait que si vous pensez à une question ou un commentaire que vous voulez faire à la fin du bloc, donc à 10h50, il y aura une table ronde animée, donc vous pouvez garder en tête votre question. Donc j'invite aussi les présentateurs, présentatrices à rester à la fin pour qu'on puisse discuter en groupe en fait là, d'autres éléments. Merci beaucoup, Monsieur James. Je pense que c'est ça qui conclut votre présentation. C'était super intéressant. Puis merci de vous être connecté d'aussi loin également. Merci. Donc, on passerait à la prochaine présentation de Martin Minot. Donc,